Et puis, professeur, pour comprendre l'Union européenne aujourd'hui, il faut se concentrer sur un point d'une importance stratégique, la promesse d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est la plus cruelle des tromperies diplomatiques dans les relations internationales récentes. Si l'on met de côté la visite de Zelensky à Washington pour rencontrer Marco Robles, n'est-ce pas? L'adhésion d'un pays comme l'Ukraine est impossible, et nous le savons. Pourtant, les dirigeants européens persistent dans cette mascarade, offrant de l'espoir à des personnes qui souffrent, tout en sachant pertinemment que l'élargissement nécessite l'approbation unanime de chaque État membre à chaque étape des négociations. Alors pourquoi n'en parlent-ils pas? Pourquoi disent-ils « Oui, oui, l'Ukraine rejoindra l'Union européenne ». C'est un mensonge flagrant. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je m'entretiens avec Sébastien Conting, un analyste géopolitique basé à Hong Kong et consultant UU-Asie, qui possède de nombreuses années d'expérience dans le décryptage des manigances européennes. Il a récemment rédigé une excellente analyse de ce qu'il appelle l'anti-diplomatie de l'UE-Muel, dans laquelle il expose à quel point l'Union européenne est actuellement peu performante en matière de relations internationales. C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Alors Sébastien, bienvenue. Merci. Merci beaucoup pour votre introduction et pour votre invitation, professeur Lotaz. Et félicitations pour l'organisation de ces entretiens sur votre chaîne YouTube et surtout pour votre travail académique, que je trouve très pertinent. Eh bien, merci beaucoup. Je suis heureux de l'entendre. Mais j'étais encore plus heureux lorsque j'ai lu votre article, car vous avez brillamment exposé cet argument, selon lequel l'ULOC-MMOM a actuellement vraiment perdu une grande partie, voire la totalité, de son savoir-faire diplomatique. Et vous l'appelez même l'antidiplomatie. Pourriez-vous peut-être expliquer un peu en quoi consiste cet argument? Oui. Eh bien, je suppose, professeur, que parce que vous et moi sommes basés en Asie, nous avons, disons, une vision différente de la façon dont l'Union européenne fonctionne. Et aussi, nous sommes témoins du changement, essentiellement de la manière dont elle agit à l'étranger. Donc nous ne sommes pas non plus liés à un quelconque budget de Bruxelles, n'est-ce pas? Directement ou indirectement. Nous avons donc la liberté de nous exprimer. Et je dois dire que pour moi, c'est vraiment, vraiment triste, en tant qu'Européen, en tant que véritable partisan du projet européen, d'assister à ce genre de ce que vous venez de mentionner à l'instant. Je le décris comme de l'antidiplomatie. Parce que si l'on réfléchit à ce qui se passe en ce moment, on voit que quelqu'un est censé représenter l'Union européenne en tant que haut diplomate, n'est-ce pas? Et puis on constate que ce travail n'est pas accompli de manière adéquate, surtout parce que il y a évidemment des traités qui ne couvrent pas, on ne sait pas vraiment en fait ce que ce rôle devrait être. Le prédécesseur de Kaleha Kallas, Josep Borrell, allait déjà parfois trop loin. Il parlait essentiellement de défense depuis une position où il n'en avait pas le droit. Et maintenant, on se rend compte que quelqu'un qui est censé représenter l'Union européenne agit en réalité contre elle. Et cela me choque vraiment. Et ce n'est pas seulement une opinion personnelle. C'est fondé sur des recherches. C'est basé sur des faits. Et cela concerne aussi quelque chose que vous faites et avec quoi vous travaillez. Les opinions que les diplomates et les gens partagent en coulisses, n'est-ce pas? Derrière le rideau. Quelque chose que les gens n'ont pas vraiment l'habitude d'entendre. Oui, on ne tombe pas sur ce genre d'opinion partout parce que les nouveaux établissements veillent à ce qu'elles ne se répandent pas. Donc je suis très heureux de vous rencontrer, de faire votre connaissance et de pouvoir discuter vraiment sur Ethd.
Donc, vous observez le processus de l'UEPE depuis un certain temps, n'est-ce pas? Cela fait aussi partie de votre travail, comprendre comment fonctionnent ces institutions. Comment se fait-il que le bras diplomatique de l'Union européenne se soit autant dégradé, au point d'attiser la guerre lors de discussions internationales? Ils ne font pas cela uniquement avec la Russie, ils le font aussi avec la Chine. L'UME adopte de plus en plus une rhétorique anti-chinoise. Pouvez-vous peut-être expliquer un peu ce qui s'est passé ces dernières années au sein de l'UEMMEB? Eh bien, je situerai le début de ce type de position belliciste envers la Chine en 2019, lorsque Ursula von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne. Et elle a parlé de la Commission géopolitique, n'est-ce pas? Elle présentait, ou elle se décrivait elle-même, comme la chef d'une commission géopolitique. Et malheureusement, en 2025, cela ne s'est pas bien passé. Elle n'a absolument rien accompli d'un point de vue géopolitique. Si l'on met de côté la guerre en Ukraine, ou évidemment, le fait que les 27 aient pu adopter une position commune à plusieurs reprises, c'est une réalité qu'il ne faut pas exagérer, mais en 2019, elle a interprété la commission géopolitique comme nécessairement liée ou alignée avec les États-Unis. Donc nous avons 2018, lorsque le président Emmanuel Macron dit que nous avons besoin d'autonomie stratégique. Et nous avons 2019 avec cette position que Macron décrit, du genre « Devenons la troisième superpuissance », un pôle entre les États-Unis et la Chine afin que nous puissions jouer le rôle d'équilibre. Soudainement, à partir de 2019, cela devient quelque chose de totalement différent. Et aujourd'hui, professeur, nous sommes en 2025. Je dirais que le problème de la politique étrangère européenne aujourd'hui commence au sommet. Cela commence par de mauvais choix. Nous savons que von der Leyen n'était pas la personne adéquate pour diriger l'Union européenne en période géopolitique, car elle a échoué, n'est-ce pas? Elle a dit « je vais créer une commission géopolitique ». Et elle ne l'a pas fait. Et 2024, pour moi, a été assez marquant pour voir comment les dirigeants choisissaient, disons, le moindre mal, n'est-ce pas? Donc, choisissons à nouveau Ursula von der Leyen parce que peut-être que nous pourrons la contrôler. C'était donc une décision très faible de la part des dirigeants qui savaient qu'ils devaient opérer dans un monde où la réelle politique au quotidien redéfinit les règles du jeu, n'est-ce pas? Avec la compétition entre grandes puissances. Mais ils ont décidé de nommer von der Leyen et ils ont donc choisi de tout ralentir, n'est-ce pas? Je dirais que la faute n'incombe pas à von der Leyen, n'est-ce pas? Nous avons de nombreux exemples de choses qu'elle n'a pas bien faites, mais les 27 ont fait de mauvais choix de leadership. Et il est juste de commencer par ceux qui sont aux commandes. Rappelons donc que von der Leyen a été réélue avec 54% de soutien. C'est, dès le départ, un mandat très fragile. Et au lieu de s'entourer d'esprits compétents et indépendants, elle a constitué une commission de fidèles. Elle n'avait pas une commission de fidèles de 2019 à 2024. Elle l'a aujourd'hui. Pas de challenger, pas de profil fort. Et au lieu de choisir des commissaires compétents avec une véritable expérience, elle sélectionnait des personnes qui ne la remettraient pas en question. C'est pour cela que je qualifiais cette Commission européenne de comité de conscience confucéenne. Tous les rôles se chevauchent, personne n'est prêt à prendre les commandes. Et nous en avons aujourd'hui l'exemple le plus précis, après quelques mois à Kajakala, n'est-ce pas? Je l'appelle, ou je la décris, comme la principale anti-diplomate de l'UNMME. Pourquoi? Parce qu'elle incarne, elle est l'exemple parfait de quelqu'un qui est diplomate, mais qui oriente en réalité la politique étrangère européenne du mauvais côté, n'est-ce pas? Elle pense qu'être forte et respectée signifie présenter la Chine comme en partie malveillante. C'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Cela ne veut rien dire, n'est-ce pas? Ce n'est pas une politique.
C'est un titre. Le problème, c'est qu'elle l'a écrit noir sur blanc. C'était pendant le questionnaire. Donc, elle réfléchissait vraiment à ce qu'elle disait et essayait probablement de s'aligner avec la Maison-Blanche. Non? Mais la Maison-Blanche n'appartient plus à Biden. Même à l'époque, on savait déjà que Donald Trump allait profiter d'un second mandat. Et nous avons le meilleur exemple de la réussite de cette politique. Elle est allée à Washington pour rencontrer Marco Rubio, son homologue, et une fois sur place, elle n'a même pas été reçue par lui. Elle n'y est donc allée que pour une seule raison, le rencontrer. Et le message que Marco Rubio a fait passer était « Vous n'avez aucune importance ». Si l'on reprend 2024, juste pour comparer la façon dont la Chine et les États-Unis fonctionnent, après les élections de juin, il a fallu 6 mois pour former une nouvelle commission. 6 mois. Ainsi, les États-Unis et la Chine modifient quotidiennement la façon dont les règles fonctionnent, la manière dont la compétition entre grandes puissances évolue, tandis que la Commission européenne met 6 mois rien que pour se constituer. Et les choix sont exactement ceux que je décrivais à l'instant. Nous avons donc aujourd'hui des retards dans l'Union européenne qui révèlent à quel point le système institutionnel est devenu lent et dysfonctionnel. Comment la machine fonctionne réellement, et ces retards ont un coût. Pendant ce temps, les États-Unis et la Chine avancent, donnent le rythme, concluent des accords, étendent leur influence, et l'Europe reste toujours coincée dans des négociations internes. D'une certaine manière, cette haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères fait semblant de représenter les opinions des 27 États membres, mais ce n'est pas le cas. Elle parle toute seule, elle présente sa propre vision, et ce n'est pas celle des États membres. Donc, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais ça ne semble pas bon. Nous pouvons en discuter, mais il y a d'autres moments clés cette même année, 2025, comme le rapport Draghi. Vous avez un diagnostic détaillé des faiblesses économiques de l'Europe, mais je crois qu'il a été présenté en septembre. Nous sommes en juin. Rien ne s'est passé. Il a été mis de côté, n'est-ce pas? Aucun suivi, aucune mise en œuvre. Tout le monde en parle. Aucune mesure d'envergure. Vous avez aussi, et je pense que c'est très pertinent d'après ce que j'ai observé, les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Cela était censé montrer de la fermeté, mais en réalité, ça ne fait que révéler de la confusion. Vous avez seulement 5% des véhicules électriques en Europe qui sont chinois. Vous avez une mesure protectionniste qui ne vous appartient pas. Elle vient de Washington, car Washington a été le premier à imposer un tarif douanier de 100% sur les véhicules électriques chinois. Donc, c'est encore un alignement sur les États-Unis, et cela a également provoqué des désaccords internes. C'est donc la preuve qu'il n'y a pas de stratégie à long terme derrière cela. Et le troisième problème survenu en 2024, c'est l'effondrement de Northvolt. C'était le grand rêve européen d'indépendance en matière de batteries électriques, soutenu par de grands gouvernements, de grandes entreprises comme Volkswagen, des acteurs industriels, et cela a fait faillite, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez combattre ou opérer dans un environnement où les États-Unis et la Chine deviennent de plus en plus des pôles, évidemment, il y a beaucoup de discussions sur la multipolarité. Non, je ne suis pas d'accord. Il s'agit de bipolarité. Les États-Unis et la Chine creusent l'écart avec les autres puissances, et surtout avec l'Europe. Malheureusement pour les Européens, surtout avec l'Europe. Cela en dit long sur la déconnexion de Bruxelles avec la réalité. Et tout cela s'est produit en seulement un an, n'est-ce pas? Il y a donc un vide de leadership, des institutions lentes et une mauvaise exécution, tandis que le reste du monde avance sans l'Europe, malheureusement. Oui, je suis d'accord avec cela.
Pour moi, la question n'est pas seulement de savoir comment cela s'est produit, mais aussi quels sont les processus qui y contribuent. Parce qu'en particulier, la position de la présidente de la Commission, et vous savez Kaja Kallas, aujourd'hui, la haute représentante pour les affaires étrangères, ces postes étaient auparavant des postes de coordination. Car il est bien compris que l'Union européenne est une organisation supranationale, mais qu'elle ne remplace pas les États. Même s'il existe, chez certains, le rêve d'en faire des États-Unis d'Europe, en général, il est admis que non. La politique étrangère dans son ensemble, et surtout la diplomatie, relevait auparavant du niveau étatique. Au niveau de l'UE, ce que l'on a, c'est la conclusion de traités, n'est-ce pas? Et la coordination du marché commun. Et cela a changé. Cela a changé. Et on peut voir comment, avec la guerre en Ukraine, davantage de compétences ont été reprises par la Commission européenne. Et maintenant, Kaja Kallas cherche en fait à s'approprier encore plus de ces compétences. Elle essaye de s'emparer de plus de pouvoir, notamment en se rendant aussi aux États-Unis. Et le fait que Marco Rubio ne l'ait pas rencontrée signifie, bien sûr, qu'il ne la reconnaît pas comme représentante d'un véritable gouvernement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pas comme une interlocutrice. Où voyez-vous cette prise de pouvoir aller de la part des différentes composantes de la Commission? Eh bien, oui. Nous devons donc reconnaître qu'il n'est pas facile pour eux d'assumer ces rôles, étant donné qu'ils ne sont pas bien définis. Mais tu as raison, il y a une différence entre un représentant et un décideur politique. Il y a une différence entre un représentant et un exécutant, n'est-ce pas? Et il y a une différence entre un représentant et quelqu'un qui conçoit la politique et prend des décisions. Et ces décisions, que tu les apprécies ou non, sont des décisions que tu dois suivre, n'est-ce pas? Mais ici, nous avons quelqu'un qui ne remplit pas le rôle en termes de représentation qui lui a été assigné ou attribué. C'est pareil pour von der Leyen, non? La Commission européenne est censée gérer le marché unique. Mais honnêtement, professeur, je crois qu'aujourd'hui, si l'Union européenne veut compter, elle doit se doter d'un profil géopolitique. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire, même lorsque la Russie est aux portes et menace l'Europe de l'Est, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il au-delà des traités? Comment en est-on arrivé là? Vous savez, je suis convaincu que nous avons un énorme problème au sein de l'Union européenne à cause de la microgestion interne. Il y a beaucoup de monde là-bas, beaucoup d'opinions, mais énormément de dossiers. Mais aujourd'hui, vous avez la preuve que nous avons tous ces différents projets qui ont été remaniés, transférés d'un cabinet à l'autre, entre commissaires, agences, beaucoup de personnes vivant de la main de la Commission européenne, dépendant de leurs subventions. Donc, au lieu d'un leadership décisif, nous avons des retards, comme je le disais, et au lieu d'une stratégie, nous avons de la paperasserie. Vous l'avez peut-être remarqué récemment, cela m'étonne d'ailleurs. Même au sein des institutions, on parle beaucoup de la force de l'Union européenne comme étant le soi-disant effet Bruxelles. Mais c'est une plaisanterie, non? Vous avez... Vous gouvernez, vous décrivez comment l'éthique de l'intelligence artificielle devrait être, mais vous ne gérez pas l'intelligence artificielle, car ce sont encore les États-Unis et la Chine qui développent les outils du futur. Mais vous dites, non, je les régule, et nous devons défendre nos droits. Non, il faut se battre dans un monde où la règle était, comme l'a dit Mackinder, qui contrôle l'Eurasie, contrôle le monde. Puis cela a été reformulé par Spykman. Qui contrôle les routes commerciales maritimes, contrôle le monde. Aujourd'hui, c'est qui contrôle la technologie, contrôle le monde. Non, qui régule la technologie? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Bruxelles est obsédée par le contrôle. Ils disent, eh bien, nous allons maintenant sanctionner les grandes entreprises américaines.
D'accord, félicitations. Pour eux, c'est des cacahuètes. Aujourd'hui, il y a des déclarations. Ce que je constate, c'est que plus ils essaient de gérer, moins ils livrent de résultats. Chaque politique se retrouve bloquée par des luttes internes. Personne ne prend vraiment les rênes. Tout est retardé. Et ce contrôle constant, n'est-ce pas? C'est un sujet dont on parlera sûrement plus tard, le contrôle des récits. Cela signifie que rien n'est fait rapidement. Et la politique étrangère aujourd'hui, on le voit, se résume à des déclarations tape à l'œil. Les points presse, la politique industrielle devient des slogans, tout est recyclé et il y a un vide au sommet. Donc tout le monde improvise un peu. Et encore une fois, regardez le rapport Draghi. Aujourd'hui, chaque mois, ils ne font que renommer tous les projets. Repower EU, réarmer l'Europe. Le pacte vert est désormais un pacte propre, mais c'est toujours le même budget, les mêmes lacunes, les mêmes réglementations qui sont remaniées et aucun résultat. Et en matière de politique étrangère, nous sommes dans une situation où personne ne sait vraiment qui prend les décisions. Von der Leyen tient un discours très ferme, mais la ligne a tendance à suivre Washington, tandis que les États membres ne sont pas alignés. Cela signifie donc qu'il y a un manque de leadership qui n'essaie pas de dire « Hey, essayons de régler certains problèmes ». Ils ont des salles où ils se réunissent, où ils prennent des décisions, où ils se retrouvent. Et finalement, évidemment, les décisions ne reflètent pas les positions les plus fortes. Elles correspondent généralement au plus petit dénominateur commun. Quoi? Aujourd'hui. Ce qui est clair pour tout le monde, ailleurs, pas à Bruxelles mais à l'extérieur, et vous avez probablement votre point de vue depuis le Japon, c'est que l'Union européenne parle sans savoir ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas? Et l'Union européenne n'arrive pas à suivre les changements de puissance à l'échelle mondiale. C'est probablement le plus gros problème, non? L'Europe est trop lente aujourd'hui pour le monde dans lequel elle se trouve. Alors que les États-Unis et la Chine avancent rapidement, la Russie avance rapidement, les BRICS plus prennent de l'ampleur, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, l'Union européenne met 6 mois rien que pour former une commission qui n'est pas adaptée aux tâches qu'elle devrait accomplir, n'est-ce pas? Donc oui, je trouve que les processus aujourd'hui sont un peu en retard, réactifs et confus. C'est un bon résumé, et en fait une bonne explication institutionnelle du problème auquel les Européens sont confrontés. Il y a, j'irais presque jusqu'à parler de lutte de pouvoir, mais ce n'est pas vraiment une lutte de pouvoir. C'est plutôt une confusion des pouvoirs, n'est-ce pas? Qui prend quel type de décision, à quel niveau, et quels sont les récits qui en découlent? On le voit aussi maintenant, bien sûr avec le génocide à Gaza, où les États membres expriment clairement des points de vue différents de ceux de la Commission. Et on voit qu'il n'y a plus, les Européens n'arrivent plus à s'accorder en ce moment. Et la Commission utilise alors des slogans pour faire croire qu'il y a des politiques. Est-ce un phénomène qui a commencé avec la guerre en Ukraine, ou est-ce quelque chose qui a des racines structurelles plus profondes? Oui, évidemment, c'est plus profond, n'est-ce pas? C'est plus profond. Et vous soulevez 2 exemples qui sont essentiels pour comprendre ce qui se passe et qui sont liés à des conflits militaires, n'est-ce pas? L'Ukraine et Israël à Gaza. Là, on voit les réactions. Donc, professeur, désolé. Pensez au jour où Israël a subi les attaques du Hamas et où ils avaient déjà commencé à tuer des civils. Ursula von der Leyen et la présidente du Parlement européen ont décidé de se rendre en Israël pour montrer leur soutien. Donc au nom de qui, n'est-ce pas? Et quel est ce genre de 2 poids, 2 mesures? Qu'est-ce qui ne va pas en Russie? Qu'est-ce qui ne va pas ailleurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas en Ukraine? Désolé, qu'est-ce qui n'est pas problématique ailleurs?
Donc on voit que la gestion de ces deux conflits montre à quel point l'Europe est loin d'avoir des positions communes. Mais essentiellement, je dirais que la gestion de la guerre en Ukraine révèle un fossé entre l'urgence souvent déclarée et l'action concrète. Ainsi, l'Europe a sanctionné la Russie, a fourni des armes, a accueilli des millions de réfugiés, c'est une réalité, et c'est ce que l'Europe devait être présente, n'est-ce pas? Des millions de réfugiés. Personne n'en parle. Il n'y a pas de crise migratoire ou, disons, de crise des réfugiés à l'échelle mondiale à cause de la guerre en Ukraine parce que l'Europe s'en est occupée. Donc, chapeau bas. Non? Mais pour un continent qui a déjà qualifié la guerre d'existentielle en 2022, la réponse reste réactive parce que vous n'avez pas envoyé un seul soldat. Donc, soit c'est existentiel, soit ça ne l'est pas. Et c'est une question binaire, professeur. Soit c'est existentiel, soit ça ne l'est pas. Si c'est existentiel, il faut envoyer des troupes. C'est l'engagement sécuritaire de base. Pas un seul soldat européen déployé, mais un soutien sans faille de plus en plus important, avec des rencontres avec Volodymyr Zelensky en tenue militaire. Parfait pour vos séances photos, c'est fantastique, mais la réalité est ce qu'elle est, non? Donc aujourd'hui, vous avez les sanctions, et Talas qui disait lors du dernier dialogue Shangri-La à Singapour, attention. C'est très important que tout le monde garde cela à l'esprit. La Russie et la Chine sont considérées comme maléfiques parce qu'elles sont ensemble. D'accord. Pourquoi? Parce que les Chinois facilitent l'accès à des biens à double usage, donc utilisables à la fois dans le civil et le militaire. D'accord. Et qu'avez-vous en Europe? Vous avez, et c'est une réalité dont on parle peu sur le continent, l'Union européenne, avec de nombreux États membres qui continuent d'acheter des ressources et des actifs énergétiques à la Russie. Vous avez ce commissaire à l'énergie, M. Jorgensen, qui a déclaré en mars dernier que l'Union européenne avait dépensé l'équivalent de 2400 avions de chasse F-35 en combustible fossile russe. D'accord? Depuis que Vladimir Poutine a commencé l'invasion. Donc, une énorme supériorité morale. Vous avez aussi l'Union européenne qui a rendu visite en février dernier. 21 commissaires se sont rendus à New Delhi, alors que l'Inde est le plus grand acheteur depuis 4 ans, selon ce groupe de réflexion basé à Stockholm, qui affirme clairement que l'Inde est le plus grand acheteur d'armes russes depuis 4 ans. Donc depuis le début de la guerre, n'est-ce pas? Mais von der Leyen et les 21 commissaires ont visité Delhi et n'ont même pas dit un mot à ce sujet. Donc, cette approche sélective pour déterminer qui est bon et qui est mauvais aggrave en réalité la situation, n'est-ce pas? Ce type de développement illustre ce genre de vide stratégique. Que voulez-vous? Vous souhaitez donc un alignement fort avec Washington, et c'est pourquoi vous vous rendez à Washington sans même avoir de rendez-vous avec Marco Rubio. Et il dit, « Hey, je suis très occupé, je n'ai pas de temps pour vous, vous n'êtes personne. » C'est ce qu'ils veulent. Les États-Unis ont déjà dit qu'ils n'en voulaient plus, mais c'est pas nouveau non plus. Ce n'est pas Trump, c'est le pivot vers l'Asie qu'Obama a mis en place en 2011. En 2011, nous savions déjà en Europe qu'il ne voulait plus de nous comme partenaires juniors. Le message d'Obama était « Hey, maintenant vous êtes l'Europe, vous gérez vos propres problèmes. Nous devons pivoter vers l'Indo-Pacifique parce que tout va se passer là-bas et nous devons surveiller la Chine. » Donc nous n'avons pas, professeur, une seule initiative de paix en 1000 jours de bain de sang venant de l'Union européenne, alors que même Donald Trump, qui n'est pourtant pas un virtuose de la diplomatie, n'est-ce pas, pousse à une résolution. Pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce possible? Non, il faut gagner cette guerre. Pardon? C'est une blague? Donc nous avons une guerre sans issue visible.
Nous avons l'impossibilité d'une victoire ukrainienne promue par nos dirigeants de l'Union européenne comme si c'était réalisable. Et nous avons par conséquent un bloc incapable de définir des notions de base, tant en politique étrangère qu'en matière de sécurité. Il n'y a donc aucun consensus sur la question de savoir si en Ukraine, l'intégrité territoriale ou la stabilité régionale doit primer. Aussi répréhensible que soient l'invasion et les horreurs de la guerre, seul le retour de Trump au pouvoir a fait tomber le masque de l'empereur. La stratégie de l'Europe concernant l'Ukraine n'a jamais vraiment été la sienne. Comme je le mentionnais, aujourd'hui, l'Union européenne, la Commission européenne, n'a pas de stratégie pour gérer la Chine, ni même pour gérer les États-Unis de Trump. Et ce n'est ni un hasard ni quelque chose qui s'est produit hier. Nous le savons depuis l'élection de la nouvelle Commission européenne en 2024, l'élection du nouveau Parlement européen et le moment où Donald Trump remportait son second mandat et commençait à occuper le bureau ovale en janvier dernier. Donc, nous sommes en juin, n'est-ce pas? Pas ce genre de discours. Oh non, non, nous ferons ceci, nous ferons cela. Non, d'accord. Faites quelque chose aujourd'hui. D'accord. Tout de suite, parce que tout le monde fait des choses. Et puis, professeur, pour comprendre l'Union européenne aujourd'hui, il faut se concentrer sur quelque chose de stratégiquement important, la promesse d'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. C'est la plus cruelle des tromperies diplomatiques dans les relations internationales récentes, si l'on met de côté la visite de Zelensky à Washington pour rencontrer Michael Rowley, n'est-ce pas? Donc, l'adhésion pour un pays comme l'Ukraine est impossible, et nous le savons. Et les dirigeants européens persistent dans cette mascarade, offrant de l'espoir à des personnes qui souffrent, tout en sachant pertinemment que l'élargissement nécessite l'approbation unanime de chaque État membre à chaque étape des négociations. Alors pourquoi n'en parlent-ils pas? Pourquoi disent-ils « Oui, oui, l'Ukraine rejoindra l'Union européenne ». C'est un mensonge flagrant. Nous avons donc des dirigeants qui mentent même aux citoyens. Et c'est vraiment grave. Et cela montre surtout, imaginez, vous avez toutes ces superpuissances qui agissent dans le temps politique réel. Sans pitié, n'est-ce pas? Sans pitié, absolument sans pitié. Ils ne se soucient que du pouvoir, comment devenir un hégémon, comment rester un hégémon, ou comment conquérir cette position. Et puis vous avez l'Union européenne qui fait ces choses-là. Alors comment pouvons-nous... Non, non. C'est fascinant parce que l'adhésion à l'Union européenne a toujours été considérée comme une voie possible avec la Russie. Car la seule chose à laquelle la Russie s'opposait était l'adhésion à l'OTAN. L'adhésion à l'Union européenne était quelque chose de relativement discret pendant un certain temps. Mais même l'adhésion à l'Union européenne est quelque chose que l'Union européenne, ou du moins ses États membres, ont à plusieurs reprises qualifié de très très difficile. Je veux dire, même quelque chose comme les exportations de céréales vers l'Union européenne a été contesté par certains États membres. Vous savez, l'Ukraine pose d'énormes problèmes structurels à l'Union européenne en ce qui concerne l'intégration de ses marchés, notamment à cause de l'écart des coûts de production, etc. Et en même temps, cela a été utilisé comme une carotte, tout comme la carotte de l'OTAN, alors que l'Ukraine supplie à genoux d'être enfin acceptée. Mais la carotte reste toujours à 1 mètre de distance. N'est-ce pas, en fin de compte, la pire forme de mascarade géopolitique, où l'on fait semblant qu'une chose est réelle, alors que tout le monde comprend parfaitement que ce n'est pas le cas. Oui, vous savez, je dirais, et cela fait partie de mes recherches à l'Université de Hong Kong, qu'il existe malheureusement une sorte d'exceptionnalisme européen. On peut voir au cours des 6 dernières années, depuis 2019,
à quel point tout est devenu hypocrite. Et je donnais quelques exemples, n'est-ce pas? Beaucoup des actions des dirigeants actuels, y compris de nombreux dirigeants des États membres, vont à l'encontre de l'essence même de l'Union européenne. D'une certaine manière, il y a un manque total de leadership, n'est-ce pas? Nous n'avons plus de grandes personnalités. Nous n'avons plus de grands leaders. Et j'avais cette discussion parce que, comme vous, je rencontre des gens, des décideurs politiques, des diplomates, qui peut être le leader, n'est-ce pas, et qui pourrait l'être. Même pourquoi ne changeons-nous pas les dirigeants aujourd'hui? D'accord? Non, parce que c'est compliqué. Ça prend tellement de temps. D'accord, changez les règles, changez tout ce qu'il faut changer et changez les personnes. C'est une blague. L'Union européenne ne peut pas évoluer avec ces gens-là, et nous le savons aujourd'hui. Il est impossible de trouver un terrain d'entente qui permette d'opérer dans un environnement où la concurrence est impitoyable. La concurrence géopolitique aujourd'hui est impitoyable. Et on ne peut pas lutter contre la façon dont les deux superpuissances déploient aujourd'hui leurs capacités, renforcent leurs armées et investissent massivement dans la technologie avec l'effet Bruxelles. S'il vous plaît, soyez sérieux. Ne trompez pas votre peuple. Et je dois retourner en Europe tous les 2 ou 3 mois. Et quand je rencontre des gens, eh bien, des personnes occupant des postes importants dans les institutions européennes. Et quand nous discutons, ils disent « Oh, tu as une perspective chinoise parce que tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. » Ce que vous devriez probablement faire, c'est écouter davantage les personnes que vous avez déployées dans les pays asiatiques ou en Amérique latine et en Afrique, dans ces bureaux où elles recueillent des informations et savent ce qui se passe. Mais vous les forcez à parler des éléments de langage de Bruxelles qui sont absolument hors de propos. Vous devriez voir, en Chine, parfois les diplomates doivent dire des choses qui vont à l'encontre de toute démarche diplomatique efficace. Ils parlent encore, bien souvent, des droits de l'homme en Chine. Mais la Chine a déjà dit qu'elle ne se soucie pas des droits de l'homme. Ils disent d'abord le développement, ensuite nous pourrons discuter des droits de l'homme. Voilà leur politique. Vous pouvez l'apprécier ou non. Bien sûr, vous pouvez penser « Hey, je crois que mon système est meilleur. Et professeur, je le crois vraiment. » Je pense effectivement que le système européen, à cet égard, est meilleur. La protection des droits de l'homme. Mais vous ne pouvez pas simplement venir en Chine ou en Asie pour faire la leçon et prétendre que vous leur êtes supérieur, car ils font bien mieux que vous et ils accroissent considérablement leur puissance pendant que la vôtre diminue. Donc, cet exceptionnalisme européen signifie que vous vous croyez encore pertinent, important et déterminant, mais ce n'est pas le cas. Vous devez d'abord reconnaître la réalité, que vous êtes aujourd'hui dans une mauvaise position. Avant tout, admettez que vous n'êtes pas en position de force. Et c'est à partir de là que vous pouvez vous reconstruire, mais pas l'inverse. Pas parce que nous sommes formidables, tout le monde nous écoute. Personne ne se soucie de vous. C'est tellement triste, parce que l'Union européenne, encore une fois, se comporte comme si elle était composée de rois. Mais en réalité, tout le monde les voit simplement comme les clones qu'ils sont. Et ce ne sont même pas de bons clones. Les gens ne rien même pas. C'est juste, c'est difficile à comprendre, parce que ce n'est pas comme si l'Union européenne était complètement hors de propos. Ce n'est pas le cas. Elle a un rôle à jouer, et ces personnes peuvent causer du tort. Je veux dire, on voit récemment que l'Union européenne impose désormais des sanctions à ses propres citoyens, n'est-ce pas? Et les sanctions ne sont pas une chose agréable. Les restrictions commerciales causent du tort au pays. Elles n'ont pas brisé la Russie, mais elles ont causé des dégâts. Donc ce sont des positions qui peuvent mener à des conséquences négatives si les gens prennent de mauvaises décisions.
Mais les personnes occupant ces postes surestiment largement leur propre importance. Comment cela peut-il être corrigé? Eh bien, vous savez, je faisais cette comparaison selon laquelle l'Union européenne aujourd'hui, pour revenir à cette idée d'exceptionnalisme, rappelle l'Empire austro-hongrois à son crépuscule. C'était une puissance redoutable, mais à la toute fin paralysée par ses contradictions. Et aujourd'hui, vous avez les 27 qui rivalisent avec leurs propres institutions communes, n'est-ce pas? Des voix concurrentes, créant une cacophonie d'irrélevance stratégique, d'impuissance. À l'époque, Vienne et Budapest étaient obsédés par le protocole de cour, tandis que le monde se transformait autour d'elles. Et aujourd'hui, à Bruxelles, nos dirigeants et fonctionnaires célèbrent l'effet Bruxelles, alors que des séismes géopolitiques redessinent l'ordre international, n'est-ce pas? On retrouve donc cette bureaucratie des Habsbourg. Comment était-ce prêter attention aux détails bureaucratiques, à la micropolitique, à la microgestion, avant de s'effondrer? Je vois aujourd'hui les institutions de l'Union européenne faire exactement la même chose, suivre le même destin, n'est-ce pas? J'ai donc donné quelques exemples de ce vide de direction, n'est-ce pas? Vous avez, disons, les initiatives phares de l'Union européenne de ces dernières années, son souhait de devenir géopolitique, d'avoir une importance géopolitique. L'approche envers la Chine est quelque chose que si vous parlez à n'importe quel spécialiste de l'Union européenne, expert vivant en Chine, personne ne comprend ce qui se passe. Il m'arrive de parler à des diplomates chinois et ils disent « Nous sommes très déçus par l'Union européenne ». Ce n'est pas que la Chine fait tout bien pour l'Union européenne. Pas du tout, n'est-ce pas? Il y a des problèmes qui existent, mais ils sont essentiellement liés au commerce, n'est-ce pas? Il n'y a pas de marché ouvert pour les entreprises européennes en Chine. Il y a un déséquilibre commercial qui affecte l'industrie européenne. Mais aujourd'hui, l'Union européenne se concentre sur les questions américaines, les véhicules électriques, la surcapacité, les discours politiques. Et même si vous regardez l'OTAN, n'est-ce pas? Pourquoi l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, veut-elle opérer dans l'Indo-Pacifique? Quels sont les intérêts européens dans l'Indo-Pacifique aujourd'hui? 4 millions de citoyens français. Le seul pays avec des territoires pertinents est la France, si tant est que l'on puisse considérer cela comme pertinent. Mais si les États membres de l'Union européenne n'ont pas de marine, comment pouvez-vous opérer à 15 000 kilomètres de distance? Si vous ne pouvez pas défendre l'Ukraine, comment pouvez-vous défendre Taïwan, n'est-ce pas? Il y a donc cette pertinence géopolitique qui n'est jamais venue, cette approche de la Chine qui est totalement erronée, la réponse à la guerre en Ukraine dont j'expliquais précédemment les différentes strates. Et il y a aussi la poussée pour l'agenda vert. Vous vous souviendrez que l'Union européenne voulait interdire les moteurs à combustion d'ici 2035. Et aujourd'hui, oh, le nucléaire est vert. Nous ne sommes pas verts, mais nous devons être propres. Et encore une fois, pour revenir à ce crépuscule de l'Empire austro-hongrois, veuillez vérifier, pour votre public, la vidéo où von der Leyen présente ce nouveau programme industriel qui consiste, encore une fois, à réaménager et à réaffecter des lignes budgétaires et à déplacer les choses ailleurs, et ainsi de suite. Et elle entre dans la salle avec les 400 industriels les plus influents d'Europe. Et un homme passe avant et dit « Veuillez vous lever ». Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, va entrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont perdu la tête. Ils se concentrent sur le protocole. C'est la clé pour comprendre qu'il y a un problème, non? Toute cette inertie gouvernementale prouve que nous devons changer les dirigeants. Et c'est sans précédent, oui. Impossible, non. En politique, tout est possible, n'est-ce pas?
Ces dirigeants sont incapables de diriger l'Union européenne aujourd'hui. Soit vous les changez, soit nous aurons encore 4 ans à nous enfoncer dans ce trou et à creuser l'écart avec les autres superpuissances. Oui, mais tu sais, Sébastien, je crains que si ton analogie est correcte, l'Empire austro-hongrois n'aurait pas été sauvé par un simple changement de direction. L'Empire austro-hongrois était figé dans ses structures et ses institutions, et il se pourrait bien que l'Union européenne soit dans une situation similaire, car je pense que la comparaison est pertinente. À moins que les institutions ne changent, on ne sortira pas de l'inertie qui fige le système dès le départ. Et l'Union européenne, tu sais, elle a essayé d'évoluer au fil du temps. Je veux dire, le Parlement européen n'existait pas au début. Les institutions ont été construites petit à petit. Mais à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de plan pour réformer institutionnellement lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et encore une fois, je veux préciser, je veux souligner que je ne donne pas simplement des opinions. Tout cela est basé sur des recherches. Tout ce que je dis est fondé sur des recherches. Et c'est choquant. Et vous savez, il vous arrive probablement la même chose, qu'on vous accuse d'être anti-européen. En Chine, je suis pro-européen, mais en Europe, on m'accuse d'être contre l'Europe. Non, c'est l'inverse. Il faut dire les choses que l'on découvre et que personne ne dit, parce qu'on veut que cela s'améliore. Il y a cet ancien Premier ministre britannique, ou peut-être était-ce un Israélien, qui disait qu'il n'y a pas de gouvernement fort sans une opposition forte. Et Ursula von der Leyen n'a pas d'opposition, n'est-ce pas? Le Parlement européen est une plaisanterie. On ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une opposition lorsqu'ils interrogent les commissaires. Le déficit de leadership, et ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est plus dans l'actualité, à mon avis, d'après mes recherches, c'est un schéma récurrent. Cela s'est produit à la conférence de Munich sur la sécurité. C'était d'une ampleur tragicomique. Ainsi, vous avez le vice-président américain J.D. Vance qui livre une évaluation très sévère de l'irrélevance européenne. Et vous avez notre aristocratie locale, assise, écoutant, la modératrice en larmes, et personne ne réagit. J'ai moi-même fait de la politique par le passé. La première chose qu'un politicien, un vrai leader, ferait dans cette situation, c'est de se lever et de dire « Hey, vous, vice-président des États-Unis, vous critiquez maintenant l'Europe devant nous. Mais vous êtes le même homme qui, en 2016, disait que Donald Trump violait toutes les femmes des États-Unis. » Quelle femme aux États-Unis n'a pas été violée par Donald Trump? J.D. Vance disait ces choses-là. Alors, avez-vous aujourd'hui la même crédibilité qu'en 2016 ou quoi? Personne ne se lève pour dire en face à ce type « Hé, arrête, d'accord !» Personne ne représente les Européens. Il n'y a pas de réplique. Tout le monde va ensuite sur Twitter et dit « Ah, c'est tellement grave, vous savez, c'est mal. » Oh, et vous avez Kai Jakala qui dit « Nous avons découvert aujourd'hui que la Terre n'a pas de leadership. Nous, Européens, allons le remplacer et occuper ce rôle. » Pourquoi ne l'avez-vous pas dit sur le moment? Pourquoi personne n'ose répondre à ce type qui est venu vous insulter? Non? C'est donc évidemment un changement de paradigme. Des dirigeants qui ne dirigent pas, des dirigeants qui ne représentent pas, des dirigeants qui ne sont personne. Et c'est très triste. C'est très triste de constater cela, d'en être témoin, alors que vous faites face à des défis sécuritaires, que vous avez des dirigeants incapables d'apporter une réponse cohérente et directe à quelqu'un qui est venu vous insulter, n'est-ce pas? Donc vous avez, je veux dire, une partie de l'article que vous mentionniez au tout début essaye de tracer la ligne argumentative à ce sujet. Il y a certaines choses qui se produisent et qui ne font pas partie du cycle de l'actualité, n'est-ce pas? Elles relèvent d'un changement de paradigme qui devient un schéma récurrent. Et cela en fait partie, n'est-ce pas?
Cela en fait partie. On ne peut pas simplement quitter la pièce avec quelques blagues déplacées, plus adaptées à un spectacle, puis dire non, non, il y a un vide de leadership dans le monde. Un Européen va le combler. Pardon. Vous n'arrivez même pas à faire votre vide. You can't even fill your own vacuum. Les Européens ne sont même pas capables de combler leur propre vide. Oui. C'est incroyable. S'il vous plaît, changez-les. Changez-les. Ils ne sont pas aptes. Ils ne peuvent pas diriger. Ils ont refusé de diriger devant la vice-présidente des États-Unis. Ils ont refusé de diriger. Nous le savons maintenant. Et puis vous allez aux Philippines, comme l'autre jour, il y a quelques jours, où à Kajakalas, personne ne connaît en Europe, n'est-ce pas? Personne ne connaît. À Manille, elle rencontre le président Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos, et le secrétaire Manalo. Et elle dit, nous, l'Europe, aiderons les Philippines dans leur lutte contre la Chine coercitive. Comment allez-vous aider les Philippines? Comment? Pourquoi leur mentir en face? Pourquoi faites-vous cela? Vous n'êtes même pas capable de répondre à J.D. Vance en face, et vous allez déployer des troupes aux Philippines pour des démonstrations en mer de Chine méridionale, mer des Philippines occidentales, pour défendre quoi? S'il vous plaît, qui conseille ces gens, n'est-ce pas? Qui est derrière ces idées? Ont-ils leurs propres idées? C'est incroyable. Je pense qu'ils croient à leur propre récit, n'est-ce pas? Kajakalas croit probablement que quelque chose devient vrai simplement parce qu'elle le dit. Si cela sort de sa bouche, alors c'est la réalité. Parce que je veux dire, depuis 3 ans, on nous répète que le prochain paquet de sanctions va détruire la Russie. La Russie à genoux, vous voyez là-bas. Et à chaque nouveau paquet de sanctions, il prépare déjà le suivant. C'en est devenu comique. Le fait que la rhétorique ne corresponde manifestement pas à la réalité. Mais il semble que cette catégorie de personnes, ces bureaucrates administratifs, technocrates, des gens comme Kajakalas, von der Leyen et ainsi de suite, ne s'en rendent pas compte. Ils vivent dans ce monde de marionnettes. Ils pensent que c'est ainsi que le monde fonctionne. C'est la seule explication que je trouve au niveau psychologique. C'est vrai. Le Berlaymont est une bulle, et ça on le sait pertinemment, non? C'est une bulle, et vous vivez dans cette bulle. Et évidemment, en Europe, vous êtes quelqu'un, surtout si vous venez d'un petit pays. Je crois que l'Estonie compte 1,4 million d'habitants. Mais aujourd'hui, vous représentez 450 millions de personnes. D'accord? Donc vous changez de dimension, non? Vous changez d'échelle. Vous êtes censé agir différemment. Et malheureusement, mon ressenti en tant que personne ayant fait de la politique, c'est plus un ressenti que ce que vous dites exactement. C'est qu'ils se croient très importants. Ils sont très contents de se connaître entre eux, heureux d'être nés, et ils pensent qu'ils changent les choses. Eh bien oui, vous changez les choses, comme toutes les guerres, vous voyez? Donc c'est mauvais. Et maintenant, vous parlez des sanctions contre la Russie. Et donc, d'accord, combien de paquets jusqu'à présent? 20 paquets? 18, 19, 20 paquets. Je me souviens qu'à Hong Kong, j'ai beaucoup de chance ici parce que je rencontre beaucoup de gens. Vous savez, c'est un carrefour où beaucoup de personnes passent. Et je me souviens qu'en 2022, un lauréat du prix Nobel, Mike Spence, prix Nobel d'économie, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence. Il était avec nous pendant 3 heures, juste quelques personnes. Et je me souviens lui avoir demandé, parce que je savais qu'il écrivait sur les sanctions contre la Russie au tout début, qu'en pensez-vous? Parce que ça n'a pas fonctionné. Et sa réponse a été, vous savez, à l'époque, nous ne pouvions pas imaginer qu'elle n'allait pas fonctionner. Nous savons aujourd'hui qu'elle ne fonctionne pas. Donc ils savent, l'Union européenne sait, qu'en 2022, quelque chose qui était stratégique et censé être une mesure pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine n'a pas fonctionné. Alors que faites-vous en 2025?
à sanctionner encore et encore des gens. Et maintenant, ce sont vos propres citoyens européens. Pardon? Maintenant, vous sanctionnez des Allemands parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vos opinions? Professeur, vous et moi, allons-nous être sanctionnés parce que nous organisons cette discussion? Parce que nous sommes critiques? C'est possible, non? Oui, c'est possible. Nous connaissons les lignes rouges en Asie. Mais devons-nous maintenant nous inquiéter des lignes rouges en Europe aussi? Que se passe-t-il? Voilà le message. C'est bien ça, le message. Et Kaja Kallas a transmis ce message de façon très claire. C'est simplement le mettre sur la table. Et ils vont même plus loin. L'une des personnes sanctionnées vit en Allemagne et n'a même pas critiqué, n'a même pas travaillé sur la Russie, mais a été critique envers Israël-Gaza. Et cette personne est également sanctionnée. C'est donc un message très clair. Et le message ne s'adresse pas à l'extérieur. Il s'adresse à l'intérieur. Et cela devient de plus en plus inquiétant, sérieusement, que ce soit ce qui se passe. Exactement. Car sanctionner Poutine et les oligarques de Poutine, c'est une chose. Sanctionner ses propres citoyens, c'est une défaite totale, sans procès, sans droit, sans recours. C'est tout autre chose. C'est à nouveau un signal d'alarme, n'est-ce pas? Quand les institutions de l'Union européenne cessent de respecter leur propre peuple, elles perdent leur légitimité, non? Exactement. Un bloc qui sanctionne ses propres citoyens sans procès ne protège plus la démocratie, les droits de l'homme et la séparation fondamentale des pouvoirs, n'est-ce pas? Il imite les régimes qu'il prétend combattre. Et vous savez, ce qui est le plus remarquable dans tout cela, c'est que Kaja Kallas est bien sûr née citoyenne soviétique, fille d'un apparatchik communiste, n'est-ce pas? Et la fille d'un apparatchik communiste soviétique sanctionne maintenant des citoyens de l'UPOE depuis l'intérieur de l'ULI. Voilà où nous en sommes. Et les Européens ne sont pas capables de le voir. Eh bien, je veux dire, si une décision du Conseil, ce que vous développiez dans l'un de vos exposés, signifie qu'elle est prise à l'unanimité, n'est-ce pas? Oui. Donc cela va au-delà, je veux dire, elle propose, Kaja Kallas propose. Mais cela va au-delà parce que non seulement Bruxelles, mais les 27 ne ciblent plus seulement des responsables russes ou des criminels de guerre, ils sanctionnent leurs propres citoyens. Cela change tout. Je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font, vous savez, parce que nous sommes passés de cibler des agresseurs étrangers à punir des résidents européens. Donc vous pouvez sanctionner des élites russes finançant une guerre brutale. Mais maintenant, avec cette décision, vous ciblez des personnes privées vivant en Europe, sans procès pénal, sans jugement, sans droit à une procédure régulière, sans présomption d'innocence, sans rien. Mais cela soulève la question. Est-ce que ces personnes ont lu ce sur quoi elles ont donné leur accord? Parce que le fait est que Kaja Kallas et son équipe ont élaboré la liste des sanctions, n'est-ce pas? Le paquet. Et ensuite, le paquet est présenté aux 27. Et les 27 n'ont qu'à dire oui ou non à l'ensemble du paquet, n'est-ce pas? Sinon, il faudrait tout renégocier. Je sais qu'ils l'ont lu. Je le sais. Dites non. Dites non. Elle va le changer. Croyez-moi. C'est de la politique. Dites non. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas nommer publiquement vos citoyens, les interdire, geler leurs avoirs. Ce n'est pas une position démocratique. Cela ressemble davantage aux méthodes des régimes contre lesquels l'Union européenne affirme en permanence, jour après jour, s'opposer. Alors maintenant, la politique étrangère de l'Union européenne va-t-elle être instrumentalisée contre ses propres citoyens, contre la dissidence intérieure, contre les critiques internes? Vous plaisantez? Évidemment. Je veux dire, c'est évident. Pour moi, il ne fait aucun doute que ces outils sont désormais utilisés à l'intérieur même de nos sociétés. Parce qu'on le voit déjà. On a vu ce qui s'est passé lors des élections en Roumanie.
On voit ce qui arrive à Marine Le Pen en France. Et je ne suis pas fan de ces personnes. Mais certains acteurs politiques sont désormais exclus du champ politique, tandis que la dissidence est également écartée. Pendant que Russia Today est bloqué, vous savez, étape par étape, comme un saucisson. On tranche le saucisson et les mouvements deviennent de plus en plus petits. Nous sommes en plein milieu de ce processus. Oui, c'est un bon exemple. Vous savez, l'élection roumaine. Donc, nous n'aimons pas l'homme qui a été élu. Nous ne l'aimons pas. Alors, nous utilisons des outils démocratiques pour faire des choses antidémocratiques. Le peuple roumain élisait cet homme. Et vous dites, non, TikTok diffusait de la désinformation. Pardon? Les gens ne peuvent pas vérifier TikTok aujourd'hui, ou Instagram, ou Twitter, ou autre. Non, TikTok agissait comme un... La Roumanie a-t-elle le droit ou non de vérifier les vidéos sur Internet aujourd'hui? Et cela influençait le vote. Je veux dire, j'ai participé à de nombreuses campagnes politiques, des campagnes électorales. Ce que vous essayez de faire, c'est d'influencer l'esprit des gens tout le temps pour obtenir des voix. Alors maintenant, vous dites, ce type est anti-européen, finissons-en avec lui. Et ils ont utilisé la Cour suprême roumaine pour cela. Vous avez le dernier exemple. L'ancien chancelier allemand, comment s'appelle-t-il? Scholz. Sa dernière mesure a été de publier un rapport des services secrets sur un autre parti qui obtenait de meilleurs résultats aux élections que son propre parti, le Parti socialiste, n'est-ce pas? Donc, est-ce que cela se passe vraiment en Europe aujourd'hui? Est-ce que nous donnons des leçons de morale en Asie sur la supériorité de la démocratie sur tout le monde, sur la façon dont la séparation des pouvoirs fonctionne et nous rend meilleurs que les autres, etc. Donc ces choses se produisent en Europe. Et la façon dont je le vois, c'est que vous utilisez des outils démocratiques à des fins antidémocratiques. Oui, je suis d'accord. C'est ce qui se passe actuellement. Et malheureusement, je ne vois pas le processus prendre une autre direction. Mais nous approchons de l'heure, Sébastien. Si les gens veulent lire davantage de tes écrits, ils peuvent te trouver sur Substack, n'est-ce pas? Ou bien, où devraient-ils aller d'autre? Je n'ai pas de Substack. C'est très bien de le faire, professeur. Oui, ils doivent me lire. En fait, je publie dans 3 ou 4 médias. Par exemple, dans le South China Morning Post, dans un groupe de réflexion, leur publication s'appelle China-US Focus. Et puis parfois, l'article que vous avez lu était dans l'Asia Times. Mais je pense que si on vérifie sur Google Scholar, j'y apparais avec de nombreux articles dont le titre invite généralement à comprendre le contenu. Et oui, je suis très heureux je suis en contact avec beaucoup de gens. Si quelqu'un souhaite me contacter, j'en serai très heureux. Et je participerai à nouveau à votre émission avec plaisir, à tout moment. Merci beaucoup. Je vais essayer de mettre les liens dans la description ci-dessous. Sébastien Contine, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci, Pascal. Thank you, Pascal.